Donc cette année, nous avons initié pour la première fois un concours de Policy Papers sur la transition énergétique et sur le développement en Afrique, en tout cas un développement vert. Et parmi les lauréats, nous avons sélectionné trois papiers qui vont être, j'espère, présentés en prélude à notre panel. Je vais d'abord commencer par Raïs Khalel, qui a été nominé et qui a besoin peut-être d'expliquer un peu mieux en détail de quoi il s'agit. Et j'espère qu'il continuera à produire des papiers politiques dans l'avenir. Raïs, à toi la parole. Merci, Simondor. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Kaïs Khalel de la société Unfroid, groupe ABN. On est spécialisé en froid industriel et traitement d'air. Et suite à nos visites dans différents pays, donc dans notre continent africain, on a vu la problématique des pertes colossales des récoltes agricoles. Donc que ce soit des fruits, que ce soit des légumes. Donc on a pensé à aider les agriculteurs et les commerçants à préserver donc leurs produits périssables. Et on a développé une chambre froide solaire et mobile, donc sous forme de conteneur 40 pieds, donc qui peut contenir jusqu'à 15 tonnes de produits. Donc ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, ça peut être des produits laitiers, ça peut être des œufs, ça peut être des médicaments. Et on peut stocker donc d'une température de plus de degrés jusqu'à 4-6 degrés. Et on peut préserver ces produits pendant des mois. Et on peut contrôler à distance la température à l'intérieur de cette chambre. Donc ça sera un argument pour le commerçant, pour l'agriculteur, comme quoi son produit a été stocké dans de bonnes conditions durant toute la période de stockage. Et ça va permettre donc aux agriculteurs d'éviter les pertes, d'éviter donc la vente des récoltes à très bas prix pendant la saison. Parce que sinon, s'ils ne bradent pas les prix, donc la majorité donc, des récoltes sera jetée. Moi, j'ai vu dans quelques pays que la perte peut atteindre jusqu'à 75 et 76%. Donc, 3/4 de la récolte est jetée à la poubelle, donc faute d'absence de chaîne de froid. Et ça a un avantage sur le consommateur final. Donc, il peut accéder à ces produits durant toute l'année à des prix donc raisonnables. Donc j'ai vu par exemple en RDC qu'en dehors de la période des récoltes, le piment ou les tomates sont vendus à 10 $ le kilo. Pourquoi? Parce qu'ils sont importés, alors que l'RDC c'est un grand producteur de ces deux produits. Mais la problématique c'est qu'on ne peut pas les conserver donc plus qu'une ou 2 semaines. Donc, vu l'absence d'usines de transformation et l'usine ou des entrepôts frigorifiques de stockage. Et vu que c'est un conteneur donc mobile, donc ça peut être déplacé d'un marché à un autre ou d'un champ à un autre. Donc, on pense aux coopératives, aux agriculteurs et aux commerçants donc sur les marchés. Bien, merci beaucoup en tout cas, Raïs. Merci à vous. Ceux qui voudront avoir plus de précision pourront le contacter directement. Je te décerne maintenant symboliquement le certificat de participation. Bon, nous passons directement au premier prix puisque le second prix n'est pas dans les parages. Freddy Bosca, vous avez déjà été annoncé hier en tant que lauréat, mais beaucoup demandent à en savoir plus sur votre approche des politiques publiques en matière d'atténuation climat. À vous la parole.
Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Encore une fois, permettez-moi de vous remercier et ce au nom de toute l'équipe, pour l'honneur qui nous a été fait de la réception de ce prestigieux prix. Donc, je m'appelle Freddy Bosca et je représente la société Monastim. Nous sommes installés, comme le nom l'indique, à Monastir en Tunisie, et nous sommes spécialisés dans l'optimisation de moteurs thermiques, notamment de moteurs diesel. L'opportunité qui nous a été faite grâce au TABC est d'exposer nos idées quant à une proposition de politique publique par rapport à la mise en place de la transition énergétique en Afrique et de la promotion des industries vertes. Alors là, quand je dis ça, tout le monde se dit « waouh, vaste programme ». Mais nous l'avons trouvé passionnant pour deux raisons. La première, c'est que quand vous regardez bien, à chaque fois que l'on parle de transition énergétique ou de promotion des énergies vertes, ce sont à 99% des cas des solutions, des propositions, des alternatives qui viennent de l'étranger. Les solutions qui nous sont proposées généralement en termes de transition énergétique, c'est quoi? Ce sont les énergies renouvelables, mais surtout passer au tout électrique, l'électrification. Et la question que nous sommes posées et les alternatives, les solutions que nous avons voulu lister dans le document de policy paper que nous avons remis au TABC, c'est de proposer des alternatives, des solutions africaines faites en Afrique pour les Africains. Donc c'était cela l'objet de l'ensemble de notre papier. Ça, c'est pour le fond. Mais nous avons voulu être également innovants dans la forme. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire plus qu'une construction conceptuelle, intellectuelle d'une politique. On a voulu proposer notre papier sous la forme d'un manuel prêt à l'emploi qui puisse être mis en place et appliqué en termes de politique publique directement par les responsables. C'est en cela qu'on a voulu innover dans le fond et la forme. Par le fond, parce que bien évidemment, c'est ça le plus important, avoir des solutions faites en Afrique pour notre environnement africain, respectant nos impératifs, nos contraintes, nos valeurs et nos cultures, mais également que ça soit comme sous la forme d'un manuel immédiatement applicable, bien évidemment adaptable à tel ou tel pays, à tel environnement, parce qu'entre le Cameroun, la Tunisie, le Maroc ou la Mauritanie, il y a des différences. Mais on a voulu faire quelque chose qui soit directement implémentable. Voilà. Excellent. C'est ce qui a été apprécié d'ailleurs dans votre papier, c'est le fait de ne pas attendre que justement la stratégie énergétique du continent soit mise en place, notamment à travers des corridors. C'est commencer à petite échelle à résoudre les problèmes climat en réduisant déjà les émissions. En tout cas, merci et bravo pour votre papier et voici votre prix. Merci Monder. Donc j'appelle les panélistes, Monsieur Côté, Siverfeli Nidal, Si Jamil, Ked,
Monsieur Jamil, est-ce qu'il est dans la salle? Je ne le vois pas. Les organisateurs, il pourra rejoindre le panel dès qu'il sera là. Merci beaucoup. Sbahir. Bonjour à toutes et à tous. Plaisir de modérer ce panel très intéressant sur le financement des corridors énergétiques en Afrique, clé de la transition écologique et de l'intégration régionale, organisé dans le cadre de 9e édition du forum FITA, organisé par le TABC. Avant de présenter les panélistes et de commencer à démystifier ce terme, qui est les corridors énergétiques, permettez-moi d'abord de dire quelques mots sur le sujet. Donc, je suis Mohamed Amin Zdili d'abord de Jad Advisory. J'ai le plaisir de vous accompagner lors de ce panel. Donc, quand on aborde la question de l'énergie sur le continent africain, il est devenu très habituel d'entendre des mots ou des expressions comme déficit énergétique, financement. On parle de îlots énergétiques, d'opportunités, de stations centrales, photovoltaïques, hydrauliques, etc. Et on parle assez souvent maintenant des mécanismes comme les bons verts, le blended financing, bien sûr, et le contexte actuel en Tunisie. Dans le cadre du contexte actuel en Tunisie, on aborde trop aussi les concessions, mais rarement on parle de solutions ou d'infrastructures intégrées, d'infrastructures énergétiques qui interagissent avec des chaînes de valeur industrielles, agricoles, entières. Et c'est un peu l'objet de cette discussion, de ce débat aujourd'hui. La problématique ou la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment structurer, sécuriser et accélérer le financement des corridors énergétiques africains afin d'en faire des leviers concrets de transition écologique, de compétitivité industrielle et d'intégration régionale. Et j'ai le plaisir d'avoir dans ce panel messieurs Christophe Côté, qui est le directeur de l'agence AFD à Tunis depuis septembre 2024. Monsieur Côté est titulaire d'un doctorat en économie. Il travaille depuis 20 ans dans le développement international, à l'AFD depuis 2008, à divers postes entre Maroc, Turquie, Inde, Vietnam et un passage par le ministère des Finances, avant de diriger le bureau AFD Ghana, en charge du Ghana et du Libéria, en 2020. Donc, comme je viens de dire, il occupe ses fonctions au sein de l'AFD Tunis depuis septembre 2024. Donc, docteur aussi en économie, Sinidal Werfelli, qui est ancien ministre auprès du chef du gouvernement en Tunisie, donc, président du conseil d'administration de Telnet, directeur des partenariats au sein du commissariat de l'énergie atomique en France, expert reconnu en politique énergétique, gouvernance stratégique et de partenariat institutionnel et industriel. Marhaba Sinidal. Simon Khamfir. Comment te présenter, Simon? Donc, je peux dire Gazar, ingénieur, MBA, ancien chef de cabinet du ministre tunisien du Transport, responsable de think tank de la TABC, expert auprès de l'OCDE, notamment sur les aspects corridors économiques et énergétiques, expert en conseil stratégique et institutionnel. Monsieur Moussa Condé, qui est diplômé en sociologie, acteurs sociaux et gouvernance, aujourd'hui directeur général de l'Agence guinéenne d'électrification rurale, l'AGER. Monsieur Condé pilote des projets stratégiques visant à apporter l'électricité dans les zones les plus reculées du pays, contribuant ainsi à réduire les inégalités et à stimuler le développement économique local. Et monsieur Bosca Freddy, qui vient d'être primé, de recevoir un prix, le prix de la Policy Paper de la FITA ou du TABC, qui est spécialiste panafricain en technologie et en développement d'équipements dédiés au secteur de l'énergie, gérant, comme il vient de présenter, de Monastream.
Donc, sans tarder, je cède la parole à Simon Khamfir pour un keynote speech pour nous donner une lecture stratégique d'un rapport que je laisserai présenter. Merci beaucoup, Amine. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous dans ce panel. Nous allons essayer d'être dans les temps, même si on a démarré un petit peu en retard, mais l'idée c'est de partager aussi avec vous les résultats d'un travail de fond qui a été fait par le think tank de TABC donc depuis 2 ans, et nous avons analysé le paysage énergétique du continent. Pratiquement la cinquantaine de pays qui disposent de données, qui communiquent leurs données, aussi bien le coût du kilowattheure, la capacité des réseaux, les interconnexions, pour essayer justement de matérialiser tout ça dans une vision stratégique de corridor. Alors pourquoi les corridors, ou corridors énergétiques? Ça peut être plus, ça peut être, on peut transporter plus que de l'énergie finalement. Eh bien parce qu'il y a une grande disparité entre les capacités d'offre et la demande potentielle, on va appeler ça comme ça. Et une des manières de rentabiliser les investissements, on reviendra après dessus tout à l'heure dans le débat, c'est de ne pas construire des infrastructures uniquement pour soi, mais aussi pour les pays limitrophes. Et ça permet d'équilibrer déjà un peu les charges et de raisonner régional ou régionalement. Et on est en plein dans l'implémentation de la ZLECAf finalement, puisque la ZLECAf ce n'est pas que de la marchandise, ça peut être aussi de l'énergie. Et la thèse que nous défendons dans cette étude sur les corridors, c'est qu'il n'y aura pas de toute façon la transformation industrielle attendue s'il n'y a pas une transformation énergétique. Et l'occasion est d'autant plus importante que la transformation énergétique peut se faire aussi d'une manière, entre guillemets, verte. Et c'est là où la technologie, l'innovation, les nouveaux modèles économiques seront déterminants dans le développement en tout cas des profils énergétiques de chaque pays. Alors, quelques données chiffrées, résultats de l'étude. D'abord, en fait, l'étude sur les corridors énergétiques en Afrique met en évidence des écarts extrêmes des coûts et des tarifs. Donc il y a une différence entre coûts et tarifs. Les tarifs font partie des politiques publiques, justement, puisque généralement on ne vend pas librement le prix du kilowattheure, c'est décidé par les politiques. Et ça intègre, on peut trouver, donc, et souvent c'est le cas, une différence entre le kilowattheure pour les ménages et le kilowattheure pour les industriels. C'est le cas pour la Tunisie, pour tous les pays africains quasiment. Alors, le fait que ces écarts soient importants, on trouve par exemple que le prix du kilowattheure peut être de l'ordre de 0,03 $ par kilowattheure dans les pays les moins chers, enregistré donc généralement dans les pays où il y a une surcapacité hydroélectrique, souvent, ou géothermique, donc un faible coût ou un coût marginal de production, comme en Éthiopie ou la Zambie. À l'inverse, le prix du kilowattheure le plus élevé dépasserait les 0,35, il peut atteindre même jusqu'à 0,40 $, dans des pays dépendants quasi exclusivement de la production thermique au diesel, d'accord, ou de systèmes isolés dans certains pays, enclavés notamment. Voilà. Donc cet écart observé entre le kilowattheure le moins cher et le plus cher dépasserait un facteur 10 en Afrique, ce qui est un record mondial. Donc d'où l'idée de mutualiser les capacités d'offre pour tirer vers le bas les coûts de production et par là même forcément les tarifs. Donc premier résultat de l'étude, c'est qu'il y a une décorrélation entre les prix et la consommation. Voilà, donc malgré ces écarts, donc la consommation nette d'électricité reste très faible dans l'ensemble des pays africains, y compris ceux où le kilowattheure est le moins cher.
Donc la consommation moyenne africaine demeure, par exemple, pour être plus précis, inférieure à 500 kWh par habitant et par an. Alors que dans les économies industrialisées, la consommation moyenne par an, en tout cas, dépasserait les 6 000, voire les 7 000 kWh, donc plus que 10 fois ce qu'on consomme en Afrique par habitant. Alors des pays à électricité très bon marché, comme l'Éthiopie, affichent paradoxalement une consommation par habitant inférieure à celle de pays où l'électricité est 5 fois, voire 10 fois plus chère. Donc vous voyez que le prix n'influence pas la demande, forcément. Et c'est un constat important qui est donc une conclusion analytique directe de l'étude. Et on a procédé à une dichotomie, une taxonomie du profil énergétique des pays africains pour essayer de les classer différemment que coût et accès. Donc on a rajouté notamment des variables ou des déterminants comme l'intensité énergétique. Et je vous invite à lire le rapport qui sera bientôt publié sur le site de TABC. Et vous verrez en détail que le regard qu'on porte sur justement le classement des pays est très différent lorsqu'on intègre la dimension intensité énergétique. Alors l'intensité énergétique, c'est en gros combien on dépense d'énergie pour une unité de valeur, pour la production d'une unité de valeur. Et c'est là où on commence à avoir un classement très intéressant et différent d'un mapping bidimensionnel, accès et coût habituel. Voilà, donc les implications stratégiques de cette étude portent sur ce qu'on a apporté comme thèse finale à notre travail, c'est que la problématique énergétique africaine n'est pas un problème de prix, mais un problème de transformation énergétique et industrielle incomplète. Et donc si on veut faire, et c'est le thème de cette année, si on veut produire ou accélérer le développement par les chaînes de valeur, donc forcément rajouter de l'activité industrielle dans les chaînes de valeur, on a besoin aussi d'avoir une énergie bon marché, ou en tout cas compétitive, stable, qui suit la croissance ou la demande en ces termes-là. Donc, par où commencer? C'est là peut-être la grande question. Les chantiers restent très vastes. Il y a déjà des prémices. L'Union africaine a déjà dessiné une sorte de schéma directeur pour le continent à travers les power pools. Donc il y a 5 power pools par région. Donc un power pool en North Africa, un power pool South Africa, un power pool Est, East, West, East and Central Africa. Donc tous ces power pools sont finalement les prémices d'un marché de l'énergie, ou en tout cas d'électricité certainement, dans chaque bloc régional. Et c'est peut-être les politiques publiques qui pourront accélérer et amener les pays à adhérer à une vision plus globale, plus continentale de leur production d'électricité. Et c'est un gage aussi de souveraineté, c'est un gage de sécurité énergétique. Voilà, j'en dirai pas plus, je laisserai peut-être le champ pour les questions-réponses. Et je cède la parole à Amine pour continuer à animer cette discussion. Merci beaucoup. Très bien, merci Monder. Donc, le prix n'influence pas la demande. C'est les chaînes de valeur intégrées qui sont le facteur finalement déterminant de l'efficacité énergétique. Si je tire de façon simplifiée quelques conclusions de ce que vous venez de présenter. Donc, je me tourne maintenant vers Monsieur Côté, le directeur de l'agence AFD de Tunis, avec une première question. Vous avez les micros. Appuyez-le, voilà, très bien. Donc, commence peut-être par la fin, qui est le financement, ou le sujet de financement. Donc, Monsieur Côté, selon vous, quelles sont les briques indispensables pour rendre un corridor énergétique réellement finançable? Est-ce que c'est plutôt le cadre public, la visibilité sur la demande, les aspects garantis, on en parle beaucoup, le financement mixte ou encore l'ancrage industriel? Bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation et merci de commencer la question par celle des fondamentaux, si j'ose dire, des briques pour imaginer ces corridors que
Monsieur Mander, vous venez d'évoquer. Effectivement, c'est un sujet central, la question du corridor, la capacité des pays à exporter, à importer de l'énergie à l'échelle du continent. Alors, je me concentrerai plutôt sur l'électricité. On sait qu'il y a des échanges aussi gaz, pétrole. Enfin, c'est aussi des questions qui font partie de la problématique énergétique africaine. L'AFD, elle finance principalement des corridors électrique, je dirais, vert, en fait, d'énergie renouvelable. Alors, ce qui est intéressant, la façon dont vous avez posé la question, c'est qu'on a envie de vous répondre. Tout ce que vous avez dit, effectivement, sont des briques indispensables au développement de ces corridors. Et donc, si vous me permettez, malgré tout, je vais commencer par 2 autres briques qui me paraissent essentiels et qui constituent des préalables, en particulier pour un investisseur comme l'AFD. L'AFD, c'est une institution de financement du développement, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le long terme, voire le très long terme. C'est des prêts qui sont sur 20 ans pour financer de grosses infrastructures. Et donc, il me semble que ce sont des questions pour tous ces sujets de corridor. La question, c'est comment on finance une infrastructure de long terme. Et cette question, la première brique fondamentale, c'est celle d'une vision politique. Si un investisseur, si un financeur ne comprend pas la vision politique d'un pays, d'une région pour son futur énergétique, il ne peut pas financer. C'est donc essentiel pour moi de commencer par la question de la stratégie. Ça vaut pour une institution de financement comme l'AFD, mais ça vaut aussi pour, je dirais, des développeurs qui vont investir des sommes importantes, qui vont amener du matériel pour des durées qui vont être très longues. Donc, bien sûr, c'est une vision politique, mais qui doit être aussi concrète, mais qui suppose, je dirais, quand même un portage politique pour convaincre, essayer de comprendre pourquoi on fait ces corridors. Est-ce qu'il s'agit de questions de souveraineté? Est-ce qu'il s'agit de questions d'optimisation économique? Est-ce qu'on veut exporter? Est-ce qu'on veut augmenter, servir sa demande? Donc ça, c'est le premier bloc. Deuxième bloc essentiel, c'est de disposer d'acteurs publics forts et solvables. La question de l'existence de ces entreprises publiques dans le secteur énergétique qui sont pivots dans tous les systèmes énergétiques du monde sont des éléments clés en fait de la capacité d'un investisseur à se projeter. On a besoin d'acteurs publics, on a besoin d'acteurs privés bien sûr, mais les acteurs publics sont des éléments essentiels et on ne peut pas imaginer de politique de corridor sérieuse sans des acteurs publics forts qui se parlent et qui imaginent en fait un réseau à l'échelle d'une région, d'un continent je suis en Tunisie, je dirais même entre continents. Le ELMED, c'est bien un projet de connexion de la Tunisie et de l'Europe. Une fois qu'on a effectivement ces 2 préalables, et je me permets de les rappeler parce que quelquefois on saute trop vite à la question des solutions de financement, alors qu'en fait, effectivement, si on n'a pas ces sujets-là pour l'AFD, pour tous les investisseurs de long terme, c'est tout simplement pas possible d'avancer. Effectivement, on a, je crois, les différents éléments que vous venez de rappeler. D'abord, effectivement, l'enjeu, la brique essentielle, c'est le financement mixte, multiple. Je reprends l'exemple d'Elmed, un financement de corridor. Elmed, c'est un petit bout de corridor, c'est 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliard d'euros, vous ne trouverez aucun financeur seul capable de le porter. Ça veut dire qu'il faut faire venir des investisseurs internationaux comme l'AFD, la Banque mondiale, la BIRD. Il faut aussi mobiliser des institutions comme la SFI, Proparco. Et puis, je crois qu'il y a une source de financement qu'on oublie
et je me permets de la rappeler ici parce que je crois qu'il y a plusieurs institutions en Tunisie qui peuvent être capables de la mener, c'est l'épargne nationale. La mobilisation de l'épargne nationale au service des investissements nationaux, c'est un acte, je crois, de souveraineté. Et puis je conclurai par des choses qui paraissent l'évidence, mais qui restent fondamentales. D'abord, effectivement, la capacité à prévoir la demande et les tarifs. Notamment pour des développeurs privés, ce sont des éléments clés. Et puis enfin, la stabilité réglementaire. En somme, j'ai envie de vous dire, tout ce qui contribue d'une manière ou d'une autre à rendre l'avenir plus sûr, plus prévisible, constitue les briques fondamentales de développement de financement de corridors énergétiques. Merci beaucoup et merci d'avoir rappelé le rôle des acteurs publics, comme vous avez dit, solvables. Ça fera une transition pour la question tout à l'heure à M. Condé, mais d'abord, je vais adresser une première question à M. Nidal Ouerfelli sur les conditions, selon vous, Nidal, pour qu'un corridor énergétique peut ou puisse devenir un véritable écosystème de transformation productive de zones industrielles, filières locales, emplois qualifiés, montée en gamme technologique, plutôt qu'un simple axe de transit ou d'exportation d'énergie et de matières premières, si on élargit un petit peu la question vers d'autres aspects qui ne concernent pas peut-être forcément la Tunisie, mais le sujet aujourd'hui porte sur le continent africain et la question de transport aussi de matières premières est très déterminante et importante au niveau du continent. Très bien. Merci beaucoup Siamine. D'abord, permettez-moi de remercier TABC pour cette initiative. Je pense que c'est très très important aujourd'hui de traiter ce sujet relatif à l'énergie de manière générale et particulièrement au corridor énergétique. Et je suis honoré par cette invitation et participation à ce panel. Mes remerciements également vont à Simon Khamfir parce qu'il a positionné TABC comme sur ces sujets-là, qui était précurseur en anticipant toutes les difficultés et les enjeux géopolitiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Votre question, si vous me permettez, Siamine, elle est composée de deux parties. La première, c'est le corridor énergétique, et la deuxième, est-ce qu'ils peuvent être des écosystèmes de transformation productive et quelles sont les conditions? Je pense qu'une partie de la réponse a été évoquée par Simondre. La première condition qui est un pilier important, c'est de rompre avec la logique de l'enclave. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'un corridor, un corridor énergétique dans sa définition, classique, simple, archaïque, c'est quoi? C'est un tuyau, c'est un pipe, c'est un câble qui relie un point où on produit de l'énergie, de l'électricité électrique ou du gaz ou autre, de l'amener vers un point B où on va le consommer. C'est ça, en fait, une simple définition d'un corridor. Là, on rentre dans une nouvelle définition d'un corridor qui rompt avec la logique d'enclave, qui n'est pas limite à un territoire donné, mais qui engage des États riverains dans le cadre de ce corridor énergétique. Donc, première condition, mais je reviendrai, première condition, c'est de rompre avec cette logique d'enclave. La deuxième, c'est de rompre avec cette logique de tuyau. C'est-à-dire un corridor, ce n'est pas juste un câble qui transfère l'électricité d'un point de la Tunisie vers l'Italie ou l'Europe, ou d'un autre point entre les pays. Donc, par rapport à cela, il me semble qu'il y a un pilier important et trois conditions structurantes. Le pilier important, c'est un pilier qui est politique et institutionnel. Je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit par le directeur de l'AFD Tunis, c'est-à-dire avec la vision et la visibilité. Aujourd'hui, ce pilier-là, qui est politique et institutionnel, devrait sortir d'une logique de négociation, une fois que le corridor est mis en place, de combien vous allez me payer l'énergie et à quel coût je vais la produire, vers véritablement une négociation dès la phase de la conception de corridor, des mécanismes par exemple de valeur ajoutée territoriale obligatoires autour de ce corridor, des clauses de contenu local, des quotas d'approvisionnement industriel régional et des obligations de transformation minimale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu l'ensemble des corridors, il n'y a pas de clause de
transformation, on est plutôt dans une logique d'extraction et puis de transport et d'exportation. À ce pilier qui est politique institutionnelle, je me permets de rajouter 3 conditions qui me semblent structurantes pour faire évoluer cette notion de logique de tuyau vers un corridor énergétique intelligent. La première, c'est l'ancrage industriel, puisqu'on est aujourd'hui autour avec des industriels. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on voit les corridors énergétiques qui existent aujourd'hui, on a des zones franches, ce qu'on appelle des zones économiques spécialisées ou des zones économiques franches, dans lesquelles on met en place essentiellement des industriels qui font de l'assemblage. Je pense, pour aller vers un écosystème de transformation productive d'un corridor énergétique, il faut sortir de cette logique et de ce paradigme vers la conception des zones économiques autour des filières industrielles qui sont en lien en amont et en aval de l'énergie qui est transportée. Autrement dit, je donne quelques exemples, bien évidemment c'est des exemples qui peuvent être appliqués dans différents domaines. Par exemple, si on a un corridor énergétique qui transporte l'hydrogène, un pipe qui transporte l'hydrogène, eh ben, on se met dans une position où il faut aller vers la décarbonation, vers, par exemple, la sidérurgie verte qui va utiliser une partie de cet hydrogène-là pour sa production. Si on est dans le cadre, par exemple, d'un câble électrique, ça a été évoqué, par exemple, la question d'Elmed aujourd'hui, de câble électrique entre les pays du Sud et les pays du Nord de la Méditerranée, il faut réfléchir vers une filière industrielle autour, par exemple, de l'électronique de puissance, qui va utiliser toute la valeur ajoutée autour de ce corridor pour créer véritablement un système industriel, un écosystème industriel productif. Si on parle du gaz, on parle de l'industrie de la chimie. Il y a un exemple assez intéressant, mais qui manque une intégration régionale, ce qui se passe en Éthiopie, par exemple. En Éthiopie, il y a un projet d'hydroélectricité qui alimente exclusivement un projet d'aluminium, de production d'aluminium. Donc, et ça, c'est véritablement très intéressant. C'est-à-dire, il y a une connexion directe entre le corridor lui-même et la consommation de l'industriel et tout l'écosystème qui a été développé. La seule faille et le seul point par rapport à ça, c'est qu'il manque une intégration régionale. Donc pour moi, il y a une première intégration, il y a une première condition pour un corridor, pour une transformation d'un corridor énergétique vers un écosystème industriel, productif, c'est l'ancrage industriel. Le deuxième, dans le cadre de ces ancrages industriels, il y a une part très importante. C'est la maîtrise de la technologie et c'est d'augmenter au niveau de l'innovation. Et par rapport à ça, il faut que les corridors énergétiques intègrent des centres de formation. Des centres de formation professionnelle, des universités, voire même des départements de recherche, de développement et d'innovation qui viennent alimenter, qui viennent développer les innovations autour de ces corridors énergétiques intelligents. La dernière condition, et pour moi je termine avec ça, puisqu'on passe d'une logique de tuyau vers des corridors énergétiques intelligents, aujourd'hui pour transporter de l'électricité ou du gaz, il y a des smart grids, il y a l'utilisation des données, il y a de l'IoT, il y a de la connectivité, donc autour de tous ces aspects-là. Donc on sort d'une logique classique vers une logique dans laquelle il y a des données. Il y a des données qui sont sensibles, des données économiques, des données stratégiques, des données relatives même au corridor. Et donc ces données-là devraient être protégées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on met en place ce type de corridor et que la souveraineté numérique de données n'est pas assurée, ben on rentre dans les mêmes conditions où effectivement une dépendance par rapport à ça. Donc pour moi, pour répondre à votre question très clairement, il y a un pilier qui est économie institutionnelle, il y a 3 conditions, l'ancrage industriel, la formation et la souveraineté numérique. Magnifique. Merci Sinidal, très clair. Et ça me fait encore une fois une transition avec la question que je vais adresser maintenant à M. Condé sur les aspects institutionnels. Pour vous, M. Condé, la question des corridors, c'est peut-être plutôt national. Donc c'est des corridors nationaux, aussi internationaux, mais je vous laisserai développer. Et s'il y a une question à vous poser, c'est le rôle du secteur public, des utilities nationales. Est-ce qu'elles doivent désormais être ou jouer un rôle plutôt technique, le rôle d'une agence comme l'AGER, ou c'est plutôt un garant de stabilité du système, ou c'est le rôle de l'acheteur, tout simplement, l'acheteur de référence, de catalyseur, ou ça dépasse vers de rôle de catalyseur de projets industriels, architecte de l'intégration régionale. Donc comment vous voyez votre rôle, monsieur Condé, en tant qu'AGER, agence de gestion ou d'électrification rurale en Guinée, en partant de la Guinée, mais les enseignements et les recommandations sont valables aussi pour l'ensemble du continent africain.
Eh bien, merci beaucoup. Et comme les autres, je félicite aussi l'équipe qui a organisé le FITA, TABC, pour l'opportunité qu'on nous offre à pouvoir nous exprimer ici. Aujourd'hui, mon intervention va surtout être focalisée sur effectivement le rôle que joue l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Mais mon intervention va commencer par une conviction profonde. Pour nous, le corridor énergétique ne doit pas seulement être le transport d'énergie. Le corridor doit surtout être un facteur de transformation des territoires. Et c'est en ce sens que l'Agence guinéenne d'électrification a été créée en remplacement du Bureau d'électrification rurale décentralisée financé par la Banque mondiale. Aujourd'hui, donc, l'Agence guinéenne d'électrification rurale a pour objectif de faire la mise en œuvre de la politique du gouvernement pour l'électrification de l'ensemble des territoires liés aux localités rurales. Donc, à ce niveau, notre mission essentiellement, c'est de faire la promotion en communiquant le plus largement possible et en informant sur l'ensemble des réformes et des mécanismes mis en place pour l'électrification rurale. C'est de développer l'offre et la demande, c'est de gérer naturellement les conflits qui peuvent être créés entre les opérateurs privés d'électrification rurale et les autres agences, parce qu'il y en a plusieurs. Et surtout, exécuter le programme national d'électrification rurale. Monsieur Christophe de l'AFD le disait tout de suite, c'est une question de vision. Parce qu'il ne faudrait seulement pas dire une projection à grande échelle, essayer de sortir d'un point A à un point B. Cela demande de la méthodologie, cela demande un financement, cela demande une vision. Donc, à notre niveau, nous avons essayé de mettre le PNR en place, le programme national d'électrification rurale, en identifiant, pour que la Guinée puisse tout de suite atteindre l'accès universel à l'électricité, en identifiant 15 000 localités. Les approches sont les suivantes. La première, c'est sur les corridors, par l'extension du réseau. Parce qu'en réalité, lorsque le courant quitte une ville pour une ville ou un pays pour un pays, nous pensons que le courant quitte donc les riches pour atteindre les riches. Pour nous, il faut donc parler de questions de dignité pour les territoires traversés. Donc, l'extension du réseau, pour nous, est une des approches pour l'électrification rurale. Deuxièmement, la deuxième approche, ce sera la mise en place des mini-grids, les mini-réseaux pour les localités qui sont situées hors réseau, donc qui ne sont pas traversées par les corridors. À ce niveau, c'est aussi pour nous d'ailleurs l'occasion de remercier les partenaires en premier, l'AFD. On a pu mettre en place à date en Guinée 6 mini-centrales pour des localités qui sont distantes des réseaux, donc qui ne sont pas situées dans le corridor. On a mis à Sigirini et à Kalenko dans Dingrai, avec un modèle PPP qui donc fait la promotion du secteur privé dans la mise en œuvre du PNR. Donc la troisième approche, c'est les kits individuels pour les localités où les ménages sont un peu dispersés, parce que pour nous, il faudrait que chaque citoyen puisse avoir accès à l'électricité. Je répète, c'est une question de justice sociale. Donc, on insiste sur le PNR parce que c'est la vision stratégique liée au programme Simandou, pilier numéro 3. Donc, pour nous, il faudrait que cette vision soit tout de suite liée aux aspects de développement intégré de tout multisectoriel, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'emploi. Donc, permettre aux femmes tout de suite de faire des activités génératrices de revenus. Donc, pour terminer, je voudrais placer ce mot. Notre responsabilité collective à nous en tant qu'agence nationale, en tant qu'établissement public, c'est de faire en sorte que le corridor énergétique soit un corridor d'opportunité, un corridor de croissance, un corridor de dignité. Merci. Merci, M. Condé, très clair. Et je passerai maintenant à M. Bosca, qui a présenté tout à l'heure une innovation technologique qui consiste, mais je vous laisserai corriger peut-être ma présentation, à optimiser la consommation des moteurs thermiques. Je vous laisserai peut-être développer davantage. La question centrale, c'est une innovation technologique dans le secteur de l'énergie.
pour qu'elle ne reste pas un pilote isolé, mais devienne un maillon d'un vrai modèle de corridor avec financement, déploiement régional, industrie locale et création de chaînes de valeur, aurait besoin de quoi comme condition ou comme facteur de succès? Alors on a besoin de plusieurs choses, hein, bien évidemment, mais avant de vous répondre, directement à votre question, j'aimerais exposer à l'assistance l'environnement africain à travers des exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre et appréhender quelles sont les réalités africaines. Je vis en Tunisie depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Je suis originaire du Cameroun. Et depuis que je suis en Tunisie, il y a un certain nombre de choses que j'ai découvertes qui n'existent pas chez moi. Un exemple simple. Quand j'arrive chez moi en Tunisie, j'appuie sur l'interrupteur et vous savez ce qui se passe? J'ai de l'électricité. J'allume mon ordinateur et il fonctionne parce qu'il y a de l'électricité. Quand je suis chez moi au Cameroun, il y a ou il n'y a pas. Je suis en train de regarder un match de football à la télé, ça s'arrête. Délestage. 3 minutes, 3 heures, 3 jours. Ça, c'est la réalité. De l'autre côté du Sahara, le taux d'électrification, et je parle sous le contrôle de M. Condé, est de combien? À peine de 50%. À l'horizon 2030, si les tendances sont régulières, 655 millions de personnes en Afrique seront privées d'électricité. D'un quartier à un autre, les diversités sociales sont gigantesques. En Tunisie, vous avez un État redistributeur qui redistribue, qui fait des lois, qui a des cadres. Nous, c'est un système qui est complètement différent, où vous avez des très très riches et des très très pauvres. Et quand j'entends parler de corridor, chez moi au Cameroun, c'est pour relier du point A riche au point B riche. Ce sont ça les réalités. Quand vous parlez de corridor, encore faut-il que le transport de l'électricité puisse se faire et qu'il y ait de l'électricité. Et là, j'en arrive à votre question. C'est là où je me suis posé une question. Comment faire à mon petit niveau? Un ancien ministre du gouvernement français, M. Jean-Louis Borloo, après sa carrière politique, s'est donné comme mission de participer à l'électrification du continent africain. Après avoir fait une étude très sérieuse sur le contexte énergétique africain, il s'est dit que pour électriser le continent africain, il fallait un budget de 200 milliards de dollars. Alors j'entendais monsieur parler des bailleurs internationaux, de la Banque mondiale, le FMI, le Proparco, l'AFD, j'en oublie peut-être un, mais je ne vois pas aujourd'hui une institution financière internationale donner 200 milliards de dollars pour électrifier l'Afrique. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Le plus grand pays du monde, c'est la Russie. Ils font 17 millions de kilomètres carrés. Si je vous cite ces chiffres, c'est parce que quand on regarde une carte du monde, on ne se rend pas compte de l'immensité de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui faisons les cartes. On a l'impression que c'est la Russie qui est beaucoup plus vaste que l'Afrique. Et pourtant, nous sommes 2 fois plus grands que la Russie. Notre population va doubler à l'horizon 2050. On sera 2,5 milliards. À l'horizon 2100, notre population va redoubler. Un être humain sur 4 sera africain. Donc la question de l'énergie est fondamentale. Donc la question que je me suis posée, moi, à mon petit niveau, c'est, avant de réfléchir au corridor, c'est comment faire, dans la situation qui est la nôtre, pour améliorer la situation. Ce mot est très important, améliorer. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique, de promotion de l'énergie verte, d'hydrogène vert, de solutions, quand on y pense, qui viennent toutes de l'étranger. J'ai de la famille à Genève.
Je suis à la gare de Genève, je prends un taxi. Le taxi est électrique. C'est une voiture Tesla. Vous savez combien ça coûte une voiture Tesla? 40 000, 50 000, 60 000 $ avec toutes les options. C'est un chauffeur de taxi. Il y a à peu près 2 millions de véhicules en Tunisie. Si demain la Tunisie veut passer à l'électrique, on va expliquer aux Tunisiens qu'il faut qu'il achète une Tesla à 50 000 $. Donc la solution que nous avons trouvée au sein de la société Monastime, que j'ai l'honneur de diriger, c'est l'optimisation de l'existant, l'amélioration de ce qui existe déjà. Cette solution paraît toute bête. Les gens qui m'écoutent se diront peut-être, mais oui, mais évidemment. Mais nous sommes dans un système où les producteurs de moteurs préfèrent vous vendre un moteur neuf que de vous expliquer que celui que vous avez, il est très bien. On peut le réparer, on peut l'améliorer. Et c'est précisément ce que nous avons fait au sein de Monastime, et c'est précisément ce que j'ai tenté d'expliquer avec l'aide de mon équipe dans le Policy Paper. Le neuf est une option, mais le mieux est l'optimisation. Le mieux, c'est la modernisation. Monsieur Bosca, si vous permettez de poser une question pour optimiser un peu le temps d'intervention de chacun. Donc, si on va vers présenter en quoi consiste cette optimisation et puis son intégration dans le concept de corridor énergétique, si vous permettez. Alors, là encore, pour être direct, sans vous perdre dans des conditions techniques inutiles, vous avez deux catégories de moteurs. Vous avez les moteurs extrêmement récents qui sont bourrés d'électronique. Et là, vous avez les moteurs, la plupart de nos moteurs en Afrique, qui sont des vieux moteurs, qui présentent différents avantages. Déjà, ils sont vieux, mais ils sont rustiques. Ils marchent. Et ils sont amortis. Nous, ce que l'on propose, justement, c'est d'ajouter un support électronique sur ces anciens moteurs, de manière à les piloter, de manière à piloter l'injection de carburant, de telle manière à ce que les injecteurs injectent la bonne dose de carburant. C'est très clair. Je vais revenir vers vous avec une question de suivi. Si vous pouvez passer juste le micro à Monder. Donc, si on converge vers le diagnostic, tout le monde comprend plus ou moins ce qu'il faut faire, mais on ne voit pas un développement des corridors énergétiques, ou en tout cas ce développement tarde à venir. Donc où se situe, selon toi, Monder, le verrou? Même s'il y a des réussites, hein, donc plusieurs pays voisins ont mis en place des systèmes d'échange ou de transfert d'excédents de production ou autres. Il y a aussi quelques pipelines gaziers, mais je vous laisse développer la question. Où se situe le verrou et qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire émerger, pour développer ces corridors énergétiques? Le verrou est toujours au même endroit. C'est qui prend le risque, qui finance et qui ramasse les dividendes. Évidemment, il n'y a pas que l'innovation technologique. L'innovation technologique est importante, mais elle est insuffisante pour rendre les projets bancables. Pour rendre les projets bancables d'infrastructure, pour justifier justement les 200 milliards, ou je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête, en tout cas le montant c'est un beau challenge d'électriser ou électrifier le continent. Il faut des modèles économiques. Il faut des modèles économiques soutenables, donc profitables et durables. Et c'est là où il faut être ingénieux. Il faut combiner les corridors énergétiques peut-être avec d'autres piliers. Alors moi j'ai fait un papier sur le sujet, et donc en intégrant le Nexus Water Energy Food Ecosystems. Donc on arrive à faire justement entre le point A riche et le point B riche des petits points intermédiaires de projets communautaires, des projets intégrés dans le territoire, des projets qui sont à vocation justement d'inclusion. Et c'est là où l'intelligence gît, parce que c'est ainsi que les politiques publiques ont un rôle à jouer. Et c'est là où on doit laisser aussi la possibilité, pour régler le problème de l'intermittence, par exemple, à des solutions thermiques de toute façon complémentaires. On doit de toute façon, en attendant que les corridors se mettent en place, il faut des solutions. Et évidemment,
on continuera à utiliser le charbon de bois, on continuera à utiliser les moteurs thermiques, toutes les solutions qui ne sont pas forcément commodes, mais qui sont des solutions à prendre en attendant. Merci. Mondel, donc ce n'est pas les financements qui manquent, mais c'est des projets bancables qui manquent. Et ça fait une transition pour la question d'après que je poserai ou que j'adresserai à M. Côté, directeur de l'AFD Tunis. Selon vous, M. Côté, comment rendre justement ces projets bancables? En d'autres termes, quels mécanismes permettent de réduire le risque perçu et d'attirer durablement du capital privé pour des projets transfrontaliers, surtout encore jugés complexes? Autant pour les projets localisés, les centrales à 10, 50, 100 mégawatts, les choses sont plus ou moins devenues simples, on va dire, mais quand il s'agit de projets transfrontaliers ou de corridors énergétiques, ce n'est pas probablement le cas. Merci. Effectivement, et cette question du pipe de projet bancable est en fait une question clé. Et vous avez raison de dire alors, que c'est sans doute pas, bizarrement, c'est sans doute pas les financements qui manquent. Bizarrement. L'enjeu pour un financeur, c'est pas de trouver des projets, c'est de trouver des bons projets. Et puis après, c'est de trouver des privés qui soient prêts à prendre le risque. Alors effectivement, l'AFD a un certain nombre de solutions. Juste un petit point qui me paraît essentiel. L'AFD, c'est une banque. Elle finance d'abord le secteur public via des prêts à l'État ou à des entreprises publiques. Je voudrais insister sur le challenge que représente le financement des corridors pour la plupart des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds signent des conventions avec des pays et pas avec des régions. Et ça, c'est un vrai challenge. Parce que quand on imagine et quand on pense un corridor, il faut trouver l'organisation qui va penser l'intégralité du corridor pour trouver les bons projets qui s'articulent entre les pays pour pouvoir les financer. C'est un premier challenge. Je trouve que de ce point de vue, la Banque africaine de développement fait un excellent travail pour penser ces corridors et pouvoir identifier les projets à financer. On peut les financer au travers de financements directement aux États, on peut les financer au travers de financements aux entreprises publiques, on peut faire des prêts budgétaires aussi qui viennent financer ces projets, mais dans le fond, le sujet pour nous, c'est comment on articule ces projets entre différents pays. Quand on en vient au secteur privé, en fait, pour moi, la question est assez simple. Elle est presque plus simple que celle du financement du secteur public. Parce qu'à partir du moment où on a un bon projet, la question, c'est tout simplement de réduire le risque et de trouver des financements assez peu chers. Donc, la première des solutions qu'il faut développer, c'est constituer des pipes de projets. Et ça, on le finance à travers des études de financement d'études préparatoires qui vont essayer de créer ce pipeline de projets. C'est la première des étapes. Un autre outil qui me paraît essentiel, c'est l'assistance technique de suivi de projet, notamment aux acteurs publics. Pourquoi ? Parce qu'un privé, il a aussi besoin de savoir que son projet va s'exécuter rapidement. Et pour ça, il faut parfois des appuis qui peuvent diminuer le temps d'exécution, de mise en œuvre des projets par 2, 3, voire plus. C'est donc fondamental. Il y a un outil que je voudrais signaler qui est assez peu utilisé. On l'a déployé, nous, au Mozambique, pour un projet solaire. C'est ce qu'on appelle une garantie de paiement public. Je ne sais pas si notre assistance la connaît, mais ça me paraît être un outil important de déploiement du secteur privé. C'est-à-dire que l'AFD va prendre en fait sur elle-même, ou va financer dans le fond, le risque à un moment de défaillance de paiement d'un acteur public qui achèterait de l'électricité, par exemple un producteur qui
qui la produirait. C'est, je crois, un outil très puissant pour rassurer des investisseurs et réduire le risque, rassurer des promoteurs, dans le fond, en leur garantissant que quoi qu'il advienne, et même si à un moment l'entreprise publique rencontre des difficultés de paiement, elles seront toujours payées. Et puis un tout dernier point qui me paraît essentiel, parce qu'on l'a encore assez peu évoqué ici, c'est le développement, la promotion de la finance carbone. Dans toutes ces dimensions, le privé peut financer une partie de son développement en utilisant la finance carbone. Ça vaut pour les pays, ça vaut pour ce qu'on peut faire sur les corridors. Une idée pourrait être de brancher cette question de la finance carbone à celle des corridors. Voilà. Magnifique. Et comment du coup concilier cet aspect soutenabilité financière et bancabilité avec les objectifs de développement finalement qui sont l'inclusion territoriale et aussi l'ambition climatique? Vous avez raison. Aujourd'hui, quand on parle de projet d'énergie à l'AFD, en fait, on parle pas vraiment de projet d'énergie. On parle de projet climat, on parle de projet d'innovation, on parle de projet d'intégration des populations. Concrètement pour nous, c'est des contraintes que l'on a, c'est des objectifs très concrets dans nos projets, et si on ne remplit pas ces objectifs, on ne passe pas. Il y a aujourd'hui tout un tas d'outils, de types de projets auxquels on ne pense pas forcément, et qui permettent de concilier ces choses. Si vous me permettez d'en citer quelques-uns, et je fais ici, je voudrais juste faire référence à ce qui a été dit avant sur le sujet de l'optimisation et de l'enjeu d'économie. Vous avez raison, c'est un sujet qu'on oublie dans les politiques énergétiques. Une des premières sources de création de valeur énergétique, c'est d'abord de dépenser moins d'énergie. Et une chose, donc ça peut passer par l'optimisation de moteurs de voitures, ça peut aussi passer par l'isolation de bâtiments, par exemple. Ça fait partie intégrante de ce que doit être une politique énergétique d'un pays. Pour connecter les populations, il y a aussi des solutions qui sont sans doute, je pense, optimales. La question, en anglais on dit le last mile, le dernier kilomètre, aller financer le dernier kilomètre et se concentrer sur le financement de la connexion du dernier kilomètre, c'est des outils très puissants de raccordement des populations. Et puis enfin, pour parler et finir sur l'innovation, je voudrais aussi dire que le financement de ces politiques énergétiques, elles peuvent passer, même si c'est l'AFD qui les finance, via le secteur bancaire. Tous les bailleurs ont des moyens d'offrir des lignes de crédit au secteur bancaire qui ensuite va pouvoir financer des projets d'économie d'énergie ou bien de production d'énergie renouvelable d'acteurs privés. Et voilà des pistes sectorielles. Merci beaucoup. Et je reviens à vous, Sinidal, avec une question aussi avec la même lancée en parlant de l'aspect transition énergétique. Quels sont selon vous les leviers décisifs pour rendre les corridors énergétiques un moteur concret de transition écologique et d'intégration régionale? Merci beaucoup, Siamine, mais si vous me permettez, je souhaite rebondir. C'est l'objectif de ce débat quand même sur deux points qui ont été soulignés par les panels, M. Côté et mon collègue à côté, puisque vous avez évoqué effectivement la question de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la meilleure énergie produite, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc oui, si vous parlez de la cas de la Tunisie et quelques autres pays, bien évidemment, il y a beaucoup de projets qui sont dans ce cadre-là, de meilleure efficacité énergétique, d'économie de l'énergie, et c'est ce qui fait aujourd'hui que quand même il y a une intensité énergétique qui est relativement intéressante dans ce cadre-là, et je suis vraiment ravi d'écouter qu'effectivement l'AFD est prête à financer, renforcer en tout cas son financement dans le cadre de ce projet. Si vous le permettez, monsieur, également par rapport à un point, puisque vous avez évoqué un point très important qui est l'électrification du Cameroun, mais je ne prendrai pas le cas du Cameroun lui-même, puisque vous avez pris le cas.
Moi, je pense, j'ai fait partie un petit peu de l'équipe, en fait, de l'équipe des personnes qui ont relu le rapport qui a été fait par la Fondation Énergie de Borloo, de Jean-Louis Borloo, et vous avez évoqué le chiffre exact qui est de 200 milliards pour pouvoir électrifier. Ces 200 milliards, il faut qu'on soit très clair, ces 200 milliards, c'est la somme de l'électrification de chaque pays, des pays de l'Afrique, pour arriver et atteindre un objectif. Moi, je pense que la thèse défendue aujourd'hui, qu'on peut électrifier un pays sans en avoir uniquement une production qui est locale. C'est-à-dire, si on est sur un corridor énergétique et le financement et les transferts frontaliers donc viennent financer le corridor énergétique, on peut, à travers ce corridor, même partiellement, participer à l'électrification, participer et donc derrière au développement économique, au développement industriel, à la création de l'emploi et donc créer véritablement une vraie valeur économique autour de cette idée-là. Voilà, si vous me permettez juste un petit clin d'œil par rapport à ce que vous dites qui est très intéressant. Maintenant, par rapport... oui, j'ai une autre remarque, en fait, une troisième remarque, et je ne vais pas m'étendre. Hein. J'ai une troisième remarque. On a tendance à comprendre que le corridor énergétique, c'est uniquement un câble qui transporte l'énergie ou un pipe ou autre. Le corridor énergétique peut être également une coopération dans le domaine de la chaîne de la valeur industrielle. Je vais vous donner un exemple très concret qui concerne, je dirais, une activité notre activité auquel je dirige les partenariats stratégiques de commissariat à l'énergie atomique. Et donc, vous avez entendu la relance de la filière nucléaire en France ou ailleurs. Et donc, cette relance de la filière nucléaire en France, notamment, oblige la fabrication des nouvelles centrales nucléaires pour le renforcement de la production électrique en France. Et bien, pour fabriquer ces nouvelles centrales nucléaires, il faut de l'acier et il faut de l'énergie. D'accord ? Il faut de l'acier et de l'énergie. Et donc, la question de corridor, ce n'est pas uniquement on va produire là. Typiquement en France, et là je peux en parler, on n'a pas de forge, on n'a pas véritablement de possibilité de produire à grande échelle l'acier spécifique concernant ces nouvelles centrales. Si je reste uniquement sur ce volet-là. Il y a une idée aujourd'hui de collaboration avec les pays du sud de la Méditerranée, notamment la Tunisie, l'Algérie. Donc voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord de la compétence technique et des ingénieurs capables de faire et des industries capables de répondre à ce besoin-là. Il y a de l'énergie disponible, il y a les interconnexions énergétiques qui sont disponibles entre l'Algérie, la Tunisie et l'Europe derrière. Donc un corridor énergétique pourrait être vu au-delà d'un simple échange énergétique, c'est véritablement sur un ensemble de chaînes de valeur industrielle, d'où l'un des leviers les plus importants, si vous me permettez, M. Amine, de répondre, c'est, je viens de parler de coopération nord-sud, mais c'est la coopération sud-sud. Et ça, c'est très, très important. Cette coopération sud-sud est un levier important parce qu'il y a des complémentarités, des zones qui sont à fort potentiel et de ressources, d'autres zones qui possèdent la technologie. Et donc, la coopération sur sud-sud ne vient pas, et là je parle d'une conviction très profonde, ne vient pas se substituer à la coopération nord-sud existante, mais vient en tout cas être un contrepoids pour pouvoir garantir le développement et de la relation entre ces pays. Donc ça, c'est un levier. Le deuxième levier, puisqu'on parle ça a été évoqué par M. Côté, et j'espère que l'AFD puisse effectivement élargir ses financements au-delà de pays, c'est dès qu'on parle de corridor énergétique, on parle de plusieurs États, de plusieurs acteurs qui sont transfrontaliers. Donc, un des leviers importants pour transformer et être moteur de la transition énergétique, c'est la gouvernance multi-acteurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs États, plusieurs acteurs, et donc une meilleure gouvernance dès la conception, dès la réflexion sur ce corridor énergétique est indispensable pour être un moteur de transition énergétique. Le dernier point que je souhaite souligner comme levier, mais il y en a beaucoup, hein, mais ça a été largement dit et bien souligné par le directeur de l'AFD Tunis, c'est le financement mixte orienté vers, si vous me permettez, la transformation et non plus uniquement l'extraction. Et ça, véritablement, ça rentre dans le cadre de la stratégie de la visibilité. Les portefeuilles de l'AFD, de la Banque africaine de développement ou de la Banque mondiale sont bourrés de projets de corridors. Mais il manque véritablement leur concrétisation à travers une stabilité, une vision et une gouvernance appropriée par rapport à ça. Très bien, magnifique. Un commentaire, Mandel ? Juste très rapidement, parce que ce que dit Sinedal est très important. Effectivement, la masse d'investissement nécessaire pour électrifier le continent peut être beaucoup plus faible si on était dans une logique corridor. On n'a pas été jusqu'à faire les simulations, mais à mon avis, ça vaut le coup de le faire. C'est peut-être un sujet de thèse encore, mais je retiens.
L'autre point le plus important derrière cela, c'est aussi les autoproductions d'électricité. Aujourd'hui, j'écoutais à la radio l'ouverture d'une ligne régulière entre Zarzis et l'Italie et la Libye, ce qui est très important. Donc ils ont modernisé le port de Zarzis, les autorités portuaires ont investi massivement sur tout ce qui est mécanique, mais malheureusement ils ont oublié la partie énergétique. Un port, ça consomme beaucoup d'électricité. Si tous les ports étaient dotés de leur propre ferme photovoltaïque, par exemple, on gagnerait beaucoup en efficacité énergétique et on gagnerait aussi en réduction, en optimisation de l'investissement. Parce qu'on peut alimenter aussi les zones industrielles et les communautés aussi derrière, parce que c'est un sujet aussi qui nous intéresse. Les entreprises, c'est bien, mais derrière, il y a aussi les communautés et les territoires. Très bien. Je reviens à vous, Monsieur Condé, avec une question en continuation avec ce que vous avez présenté tout à l'heure. Donc finalement, Simandou, c'est ce projet énorme, vous le percevez plutôt comme instrument de souveraineté ou outil de coopération régionale? Par rapport à cela, nous, on pense effectivement, on pense plus intégration régionale, parce qu'on est conscient qu'aucun développement d'un pays n'est possible de manière isolée. Donc il faut, comme le disait tout de suite M. Nidal, faire les partages d'expériences, de la technicité et tout ce qui va avec. Mais il faudrait surtout mettre un accent sur les territoires qui sont traversés naturellement par ces lignes de transport. Donc ce que je disais tantôt était un diagnostic, et ce qui nous a permis aujourd'hui d'intégrer dans les projets de corridors des projets d'électrification rurale. Lorsque vous prenez par exemple le projet d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali, on a 121 localités qui aujourd'hui sont électrifiées par ce corridor. Quand vous prenez par exemple le projet sur l'OMVS ou l'OMVG, il y a des postes de sous-stations qui permettent aussi d'électrifier une centaine de localités. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de flux d'énergie entre un pays A et un pays B, mais c'est toute une dynamique de chaîne de valeur qui est mise en valeur. Donc pour nous, c'est une question d'intégration régionale, mais qui prend en compte la dignité des territoires qui sont traversés par ces lignes de transport. Donc les approches que nous développons aujourd'hui ont été mises en phase parce que exactement c'est un outil programmatique. Sur les 15 000 localités que j'ai annoncées tout de suite, on a le programme d'urgence qui couvre 4 550 localités. On a le programme moyen qui est intérimaire, qui touche 7 510 localités. Et enfin, le programme final qui touche 3 520 localités afin que notre pays, la Guinée, honore d'abord son engagement sur les ODD numéro 7, mais aussi essaie en termes de développement structurel d'être beaucoup plus inclusif. Donc, pour nous, l'intégration régionale est un élément important, mais il ne faudrait pas oublier les territoires traversés par ces lignes afin que le développement aussi soit beaucoup plus inclusif. Magnifique, merci beaucoup. Dans 2 minutes, on prendra des questions de la salle, s'il y en aura. Mais avant cela, je reviens à M. Bosca. Est-ce que finalement, cet écosystème d'institutions financières, d'État, d'experts favorise votre travail, permet de développer, vous permet de vous projeter au niveau du continent africain? Écoutez, je vais bientôt le savoir. Je vais rencontrer notre collègue français tout à l'heure. Je suis ravi de le voir. Et il pourra répondre à cette question. Très honnêtement, dans un premier temps, j'ai monté ce projet au sein de ma famille. On a investi tout notre argent ainsi que l'argent de nos 3 prochaines vies. Et c'est seulement maintenant que la technologie est au point opérationnel et qu'elle donne de très bons résultats, que notre technologie est en démonstration chez de gros acteurs du TP ici en Tunisie, et que nous avons des chiffres que je peux vous donner, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire des économies de consommation de carburant de l'ordre de 10, 19%, 25%. On est capable de baisser la pollution d'un moteur thermique diesel, d'un engin de chantier, jusqu'à 17%. Donc on attendait d'avoir des chiffres probants pour aller voir des gens comme monsieur ou des sociétés de capital risque. Donc oui, je pense qu'il y a des choses à faire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelqu'un pour nous aider éventuellement pour le micro?
Hassan n'est pas dans les parages. Les organisateurs, est-ce que quelqu'un pourrait nous aider? Mais sinon, je peux le faire. Donc la première question, monsieur, on prendra 2, 3 questions brièvement, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour cette intervention. Je m'appelle Abdeslam Damouni, je suis chercheur indépendant. Je possède une unité de transformation des solides carbonés en gaz naturel. Cela s'utilise sur place. Produire du biocharbon, il faut se conformer aux normes de la pollution atmosphérique. Juste pour conclure, que avoir une telle unité à l'échelle commerciale de 500 à 600 tonnes par jour, cela peut aider toutes les zones rurales à obtenir de l'électricité gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire gratuitement? Pendant que nous faisons la transformation de la matière, ordures ménagères ou biomasse en gaz naturel, nous fabriquons un premier produit de base, le biocharbon, et un deuxième produit, une énergie chaleur que nous utilisons en électricité ou en batterie de stockage d'électricité. Toutefois, cette réponse est pour les zones rurales et que l'électricité peut être 2 MW à 10 MW. Ça veut dire 2000 personnes à 2000 personnes à 10 000 personnes habitant autour de cette unité. Je vous remercie. Merci. Des questions? Ok. Merci, merci aux panélistes. On a parlé du corridor et puis on a dit quand même pour acheminer l'électricité vers les zones, disons, fixes. Et monsieur le Cameroun, là, il a parlé des moteurs et tout, comme je suis dans le secteur minier, et on a des engins qui consomment même 500 litres de fuel par heure. Et on a et même, etc. Comment, là, les techniques que vous avez dit que vous pouvez économiser jusqu'à 17-19%, et merci. Merci beaucoup. Il est devenu monsieur de Tunisie, il n'est plus du Cameroun. On l'a adopté. Donc, je reviens donc peut-être à vous en 2 mots, monsieur Bosca, avec une réponse vraiment brève. Alors, je ne veux pas perdre l'assistance dans des considérations techniques. Je pourrais vous voir juste après la réunion, mais pour vous dire plus ou moins comment les choses fonctionnent. La plupart des moteurs ici en Afrique sont des moteurs d'ancienne technologie. Ce sont des moteurs qui répondent aux normes Euro 0, Euro 1 grand maximum. Ce sont des moteurs purement mécaniques. Ce que l'on fait, c'est ce qu'on appelle du rétrofit, de la modernisation, de l'optimisation. C'est-à-dire que c'est un dispositif électronique qui se greffe sur le moteur et qui va piloter différents, par exemple comme la pompe de gavage ou comme la pompe à carburant, ou piloter les injecteurs, de manière à ce que le moteur, grâce à cet additif électronique, n'injecte que la bonne quantité de gasoil dans la chambre de combustion. Voilà. Bon, voilà. L'idée est très claire, merci beaucoup. Donc si je reviens avec un tour sur l'ensemble des panélistes, autour des panélistes, avec une question presque de clôture, commune à tous les panélistes, en 1 minute s'il vous plaît. Donc quelle serait selon vous la condition numéro 1 pour accélérer le financement et la mise en œuvre des corridors énergétiques en Afrique? C'est une question très générale, mais on vous laisse le mot de la fin. Si vous pouvez répondre ou bien sur la question directement, ou bien on vous laisse conclure sur ce que vous avez développé tout au long de ce débat et de cet échange. On commence peut-être par M. Condé, un mot de la fin. Oui, donc ce qu'on aimerait dire ici pour terminer, c'est que les localités dont nous avons la responsabilité d'électrifier sont des localités qui ont un fort impact et qui doivent être circonscrits à un projet de développement. Donc, ce n'est pas seulement que de la technicité dont on parle, c'est aussi un projet de société.
je le répète tout de suite, des écoles qui sont électrifiées, des centres de santé qui bénéficient de chaînes de froid, des femmes qui sont accompagnées dans des activités génératrices de revenus, de l'emploi pour les jeunes afin de limiter les questions d'immigration clandestine, de chômage ou d'exode rural. Donc pour nous, le projet est bien que structurel en termes de corridor, c'est aussi un projet politique, mais social que nous devons intégrer à l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc il n'y a pas d'opposition entre les corridors en termes d'intégration régionale et la souveraineté énergétique. Pour nous, ce sont deux sujets qui doivent avoir une approche collaborative. Donc, aux amis de l'AFD, aux autres partenaires qui ici présents, nous souhaiterons avoir beaucoup plus de chances afin de voir les opportunités qu'offre notre pays, la République de Guinée, dans le cadre du programme national d'électrification rurale dont j'ai la responsabilité de conduire et d'exécuter. Merci. Magnifique. Monsieur Côté, on vous adresse trop la parole, on vous pose trop de questions. Est-ce que il y a des instruments que vous avez bien développés, vous avez parlé de blended finance, vous avez parlé des lignes de crédit, mais vous offrez, quelle est l'offre de l'AFD aujourd'hui pour développer des corridors énergétiques? Merci. Il n'y a pas d'offre, on va dire, spécifique. Et vous pointez du doigt quelque chose. Je vais répondre comme ça. Oui. Donc, non, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'il faudrait, je dirais, c'est ce qu'il faudrait, je pense que c'est une mobilisation, une forme de grande mobilisation qui associerait les gouvernements, les organisations régionales et les bailleurs pour produire une vraie réflexion. Le rapport qui vient d'être fait pourrait en constituer, une vraie réflexion sur la façon de booster, on va dire, le financement de ces corridors et sans doute y raccrocher des thématiques de finance climat, de secteur privé. Pour conclure, je dirais que l'outil dont on dispose, qui me paraît aujourd'hui le plus en fait utile pour le développement des corridors, c'est l'appui qu'on arrive encore, et j'espère que ça continuera, à apporter aux organisations régionales. C'est d'elles, je crois, que viendront en fait les solutions. Est-ce qu'on ne verra pas, c'est une initiative de l'Union européenne, pas de l'AFD, mais l'équivalent d'un Global Gateway énergétique ou continental? Vous avez raison, le Global Gateway, dans le fond, c'est déjà un petit peu ça. C'est pour sa partie, on va dire, euro-africaine, c'est la connexion des deux continents. Moi, je pense vraiment que la Banque africaine a un rôle de leadership sur ces sujets-là et qu'il peut y avoir des choses qui s'organisent autour de cette banque. Merci infiniment. À vous la parole, Sinizal, un mot de fin, de clôture. Il faut appuyer lent. Merci beaucoup, Amine. Effectivement, d'abord, la question, elle est très pertinente. Quelle est la condition numéro 1 pour véritablement réussir le financement ou la mise en œuvre des projets de corridors énergétiques? Je pense que la réponse de l'AFD, elle est très claire, d'autant plus que, si vous me permettez, l'AFD intervient sur des projets qui sont territoriaux, en fait, locaux, nationaux. Et donc, moi, je dirais en un seul mot. 1, c'est le changement de paradigme des bailleurs de fonds. D'accord. Et puis 2, la confiance institutionnelle. Le changement de paradigme vient d'être souligné maintenant, c'est-à-dire que c'est les bailleurs de fonds qui ont une mission d'intervention extraterritoriale, c'est-à-dire transfrontalière. Vous avez cité la BAD, vous avez cité la Banque européenne d'investissement ou d'autres. Et moi, je lance à partir de cette initiative, c'est une idée, la réussite de projets de transition énergétique et de corridors énergétiques viennent des bailleurs de fonds qui sont spécialisés dans ce cadre-là. L'Allemagne, par exemple, a réussi une partie de la transition énergétique grâce à la mise en place de la KfW. L'AFD également en France. Donc je pense que pour des projets corridors énergétiques à l'échelle africaine, et à la Banque africaine pour le développement, mais également pourquoi ne pas soumettre l'initiative de mise en place d'une banque spécialisée dans le financement des corridors énergétiques.
énergétique. La confiance, ça c'est une initiative que je lance, après c'est à débattre. Le deuxième point, c'est la confiance institutionnelle. Qu'est-ce que la confiance institutionnelle? On vient d'écouter, désolé effectivement, puisque vous êtes notre seul bailleur de fonds aujourd'hui, on vient d'écouter M. Côté dire que pour nous, au début de son intervention, le plus important c'est quoi? Et il a raison, hein, c'est pas une critique. Donc une partie en fait, ce que je viens de dire. La vision, donc la stratégie. Donc un bailleur de fonds ne peut financer un projet que s'il voit bien une véritable vision, une stratégie à moyen et long terme. Ça, c'est le premier point. Et deux, c'est une garantie rassurée, ce qu'il vient de dire, genre, entre guillemets, la garantie de la stabilité de l'État dans sa vision. Et donc la garantie de la stabilité du gouvernement. Moi, je pense que ces deux points-là peuvent être appliqués dans le cadre d'un corridor énergétique où ce n'est plus un seul État qui va rassurer le bailleur de fonds dans sa garantie, c'est une architecture régionale des États qui peuvent véritablement jouer le rôle de garant de la réussite de ces corridors énergétiques. Et je vous en remercie. Magnifique, Atik Saha. Donc il s'agit effectivement d'une stabilité, d'une visibilité à long terme et une stabilité institutionnelle. Merci beaucoup. Monsieur Bosca, mot de la fin. Alors je vais pas être très long. Moi, je vois trois choses. La première chose, c'est développer et susciter dans nos populations l'esprit entrepreneurial. Juste un chiffre ou deux, 60% de la population en Afrique subsaharienne a moins de 35 ans. Et notre activité économique, la révolution industrielle naissante du continent, ne peut pas absorber cette masse démographique. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens se mettent en tête que nous avons des problèmes et que ces problèmes sont des opportunités de business. Première chose. La deuxième chose que je vois, c'est la stabilité politique, la stabilité juridique, des cadres légaux clairs, nets et précis, sur lesquels les chefs d'entreprise du secteur privé et public peuvent inscrire leur vision sur le long terme. Et le troisième élément, non moins important, c'est la souveraineté continentale de nos États. Juste un exemple. Ma technologie, pour être installée sur certains types de véhicules, doit recueillir une homologation. Je vais en Tunisie, on me dit c'est telle homologation. Comment faire? Il faut aller en France, il faut aller en Allemagne, il faut aller en Suisse, il faut aller, que sais-je. La souveraineté de nos lois. Nous devons faire des lois, non pas, bien sûr, au niveau national, mais au niveau continental. Très bien. Voilà. Merci, Monsieur Bosca. Et last but not least, Monder, le takeaway. Oui, bien sûr. Alors pour conclure tout cela, en reprenant les idées forces qui ont été discutées, mais aussi en me référant au rapport, où je mentionne explicitement la théorie du changement. Donc pour implanter cette stratégie, il faut qu'il y ait 3 ruptures. Très brièvement, donc une rupture technologique. Il faut que l'Afrique s'approprie, accumule, développe sa propre technologie de l'énergie et autres. En tout cas, on va dire autour de l'énergie, il y a beaucoup d'autres composantes. Et la deuxième rupture, c'est la rupture infrastructurelle. Donc considérer que l'infrastructure n'est pas uniquement un pipeline pour transporter des électrons, il va aussi être un pipeline pour le développement. Donc être créatif, inventif, développer des modèles économiques sophistiqués et implémentables par le secteur privé. C'est très important parce que les corridors, de toute façon, ça reste une affaire d'État. C'est très difficile d'imaginer un corridor appartenant à des privés. Et troisième point, et là-dessus, je pense, j'insisterai un peu plus, parce que ça, c'est vraiment le rôle des États et le rôle de l'Union africaine, c'est de faire un schéma directeur continental énergétique. Et ça passe par instaurer une gouvernance institutionnelle sur les corridors, avant même qu'ils n'existent. Donc on commence par mettre en place le cadre institutionnel pour la gestion de projets transfrontaliers. C'est à partir de là qu'on pourra après définir et la stratégie, déployer les moyens, etc. nécessaires pour l'accélération de ces investissements. Et voilà. Magnifique, et l'initiative est déjà réussie dans les corridors autoroutiers avec Lagos Abidjan par exemple. On a créé par traité une institution interrégionale pour gérer ce corridor. Merci beaucoup, c'est la fin de ce panel. Merci aux panélistes et à l'audience. Et bon après-midi, bonne continuation.